Donc bonjour à tous. Donc moi je suis donc Clémence Rose, je suis chercheuse au laboratoire de météorologie physique à Clermont-Ferrand. Donc au laboratoire on s'intéresse finalement un peu à la composition de l'atmosphère. On étudie les différentes composantes de l'atmosphère, que ce soit des gaz, des particules fines, les nuages. On s'intéresse aux interactions qu'il y a entre ces différentes composantes. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est donc un focus. On va faire un focus aujourd'hui sur ce que l'on appelle l'aérosol marin et donc en gros les particules fines d'origine marine. Donc là, je repasse rapidement sur les diapos que Anne voilà, vous a présentées. Euh, Ce que je vous propose avant, en fait, c'est de balayer rapidement, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une particule d'aérosol, vous montrer un peu pourquoi est-ce que l'on s'y intéresse, et on arrivera ensuite après sur ce focus sur les aérosols marins. Et au travers de cette troisième partie, mon objectif, c'est d'illustrer un peu plus spécifiquement les recherches que l'on mène au laboratoire en lien avec cette thématique-là. Alors, du coup, les aérosols, qu'est-ce qu'une particule d'aérosol? Donc, ce qu'on appelle une particule d'aérosol, c'est une particule qui est solide ou liquide en suspension dans l'air et qui est caractérisée par une vitesse de chute qui est négligeable. C'est-à-dire que dans cette famille-là, dans cette catégorie-là, eh bien, on exclut tout ce qui est hydrométéore, à savoir les gouttes de pluie, les flocons de neige, les cristaux de glace. Au-delà de cette définition qui est quand même relativement générale, en fait, si on veut avoir une description plus détaillée de ces particules, on s'intéresse à trois propriétés principales. La première, c'est la taille de ces particules. Donc, ces particules d'aérosol, particules fines, eh bien, leur taille s'échelonne sur plusieurs ordres de grandeur, depuis quelques nanomètres jusqu'à une centaine de micromètres. Et c'est ce qui est illustré sur cette figure, hein. En fonction des sources, j'y reviendrai ensuite, on voit que les tailles peuvent être relativement variables. Et à titre indicatif, là sur la gauche de cette illustration, on a la comparaison à eh bien, la taille d'un grain de sable ou le diamètre d'un cheveu. Une autre propriété qui est importante, c'est la concentration. Donc la concentration de ces particules, pardon, on peut l'exprimer en nombre, on peut également l'exprimer en masse. Donc sur l'illustration qui vous est proposée sur la droite là, de l'écran, ce que l'on montre, c'est qu'en fait, eh bien, les concentrations que l'on mesure, elles sont dépendantes de l'environnement dans lequel on se trouve. Donc globalement, si on veut schématiser, eh bien, les concentrations les plus faibles, on les trouve au niveau des pôles, et plus on va se rapprocher des sources, eh bien, plus on va augmenter les concentrations jusqu'à obtenir des concentrations qui peuvent atteindre de l'ordre de 10 puissance 4 particules par centimètre cube en atmosphère urbaine. Et la dernière propriété qui est importante, c'est la composition chimique. Donc, je reviendrai sur cet aspect-là. Il n'est pas illustré sur cette diapositive, mais ce sont finalement ces trois propriétés-là qui vont définir les impacts des particules sur lesquels je vais revenir par la suite. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de parler un petit peu des sources de ces particules. En fait, on peut les classer de deux manières différentes. On peut distinguer les sources naturelles des sources anthropiques. Donc là, vous voyez que la végétation, les éruptions volcaniques, les poussières désertiques qui sont illustrées sur cette troisième image, toutes les particules qui sont émises dans l'atmosphère marine et sur lesquelles on fera un focus spécifique en font partie. Également, ce qu'on appelle l'aérosol de combustion et qui là, pour le coup, peut être naturel, hein, ou bien d'origine anthropique. Et toutes les activités humaines qui conduisent à la formation de particules. Sur la diapositive précédente, j'avais illustré la notion de concentration par une concentration en nombre. Et là, pour vous montrer un peu le pendant en masse, en fait, à l'échelle globale,
en termes de contribution, eh bien, les sources naturelles, elles représentent 80 à 90% de la masse de l'aérosol qui est émis. Par contre, si je vais vous donner l'équivalence des indications en nombre, eh bien là, pour le coup, les sources anthropiques seraient dominantes. Une autre manière de distinguer les particules, c'est finalement selon leur mode d'entrée dans l'atmosphère, de formation dans l'atmosphère, on va dire. Et là, on va parler d'aérosol primaire. Donc, l'aérosol primaire, c'est une particule qui est générée mécaniquement, qui est émise directement sous forme liquide ou solide dans l'atmosphère. Donc, typiquement, c'est quoi? Eh bien, ça va être des pollens, ça va être des cendres volcaniques, des poussières désertiques, des embruns marins. Là, typiquement, toutes ces particules, ce sont des particules qui entrent dans l'atmosphère déjà sous forme liquide ou solide. Et par opposition aux particules que l'on dit secondaires et qui, elles, sont issues de réactions chimiques qui se déroulent dans l'atmosphère. Là, on distingue deux sous-familles. La première famille, c'est, enfin la première famille, le premier type de particules secondaires, ce sont des particules qui sont issues d'un processus qui s'appelle la formation de nouvelles particules par nucléation. Ça, j'y reviendrai par la suite, mais en gros, ce sont des molécules de gaz qui, dans des conditions adéquates, vont condenser les unes sur les autres et former donc une phase condensée, une particule. Et on a aussi dans cette famille, finalement, ben, les molécules de gaz qui viendraient condenser sur des particules préexistantes. Donc voilà, en termes de sources, les deux distinctions que l'on considère. Alors ces particules d'aérosol, une fois qu'elles ont été émises, formées dans l'atmosphère, selon leur source, finalement, elles vont être transportées. Et finalement, leur durée de vie, leur temps de vie dans l'atmosphère, il est relativement court, il est de quelques jours. Mais pendant ce temps-là, elles peuvent parcourir des distances qui sont longues. Et c'est ce que j'illustre sur enfin, c'est ce qui est illustré sur cette animation ici, où on montre le mouvement des particules à la surface du globe. Donc, ce qui est euh, illustré ici, donc en rouge, enfin, c'est marqué rouge, mais c'est plutôt on le voit en orange ici, ce sont les poussières désertiques, hein, on le voit qui ici partent du nord de l'Afrique et qui traversent l'océan ici Atlantique. On a aussi en bleu tout ce qui concerne l'aérosol marin. En vert, c'est plutôt de l'aérosol d'origine biogénique, on va dire, naturelle, biogénique, hein, végétale. Et en blanc, de l'aérosol qui est lié à des sources anthropiques. Donc ici, l'idée, c'est qu'on voit que un aérosol qui est généré à un endroit, il est potentiellement transporté sur de longues distances et va pouvoir donc avoir des impacts eh bien, ailleurs que là où il a été émis ou formé. Pendant leur transport, finalement, ces particules d'aérosol, elles sont soumises à des transformations qui vont modifier leurs propriétés. Alors là, j'ai mis un schéma qui a été fait par un collègue, qui est un schéma un peu résumé de plein d'éléments qui font notre recherche au laboratoire. L'idée ici n'est pas de rentrer dans le détail de tout ça, mais juste de se dire que ces particules d'aérosol, on le voit ici, elles ont une interaction avec le rayonnement, elles sont impliquées dans la formation des nuages, ça je vais y revenir. Et donc, notamment, donc, de par leur implication dans la formation des nuages, elles vont pouvoir potentiellement être modifiées, hein. Lorsqu'un nuage s'évapore, et ben, les particules qui sont présentes à l'issue de l'évaporation, elles sont différentes de celles qui étaient présentes avant. Voilà, une particule qui est dans l'atmosphère sèche, pour le coup, elle va pouvoir aussi subir la condensation de composés gazeux à sa surface. Donc tout ça pour dire que une particule, lorsqu'elle est émise, lorsqu'elle est formée, elle a des propriétés, mais que dans le cadre de son transport, ces propriétés vont être modifiées. Et dernier élément que je souhaitais évoquer sur cette diapositive, c'est la notion de dépôt. En fait, les particules, je vous l'ai dit, elles ont un temps de vie qui est relativement court, hein, qui est de quelques jours, et finalement, elles sont éliminées de l'atmosphère par ce que l'on appelle du dépôt sec ou humide.
à savoir que le dépôt sec, eh bien, c'est tout simplement le dépôt qui est sur une surface qui est liée soit à la gravitation, soit à du mouvement brownien, qui est, on va dire, valable plus pour les petites particules, et elles se déposent sur des surfaces, soit sinon par du dépôt humide, et là, c'est en lien avec la présence de nuages et ou de précipitations. Du coup, à la fois de par la multiplicité des sources et tout ce qui peut leur arriver pendant leur temps de vie, bien qu'il soit court, finalement, ces aérosols, eh bien, ils constituent une composante atmosphérique qui est extrêmement complexe et qui présente une hétérogénéité qui est très marquée, dont les propriétés, pardon, présentent une hétérogénéité qui est particulièrement marquée. Et donc là, c'est ce que j'illustre. Donc sur la gauche, c'est une figure qui illustre la variété de composition chimique de l'aérosol. Donc, sans rentrer dans le détail, chacun des camemberts, finalement, illustre des mesures qui ont été conduites à une station. On voit que chacune des couleurs correspond à une grande famille de composés chimiques. Et là, si on se contente de regarder, j'allais dire, de loin, ce que l'on voit, c'est que la répartition des couleurs sur les camemberts, elle varie parfois significativement d'une station à l'autre. Et même, j'allais dire, pour une même station, on peut voir qu'il y a des variations saisonnières qui sont marquées. C'est par exemple ici le cas de New York où on a des données en été et en hiver et on voit que, eh bien, finalement, là, le camembert n'est pas exactement le même. Et là, sur la figure de droite, c'est un petit peu le pendant de ce que je vous avais présenté sur la première diapositive, à savoir que on observe ici qu'en fonction du type de station, les stations polaires étant ici les carrés bleus, hein, les stations polaires avec un environnement qui est primaire, ce sont les carrés bleus, ce sont celles qui sont caractérisées ici par les concentrations les plus faibles, hein, les concentrations étant indiquées ici sur l'axe horizontal à l'inverse des stations urbaines qu'on retrouve tout en haut ici, hein, tout ce groupe de stations du haut. Alors là, c'est pas très parlant, j'en suis désolée. Dans cette étude, les stations ont été référencées par un acronyme, mais en tout cas, voilà, là, on a tout un tas de stations urbaines qui sont associées aux concentrations en particules les plus élevées. Donc, dans cette étude-là, là, c'est une étude que j'ai pilotée dans laquelle on a fait des statistiques sur des mesures effectuées depuis une soixantaine de stations. Et donc, ça nous permet de voir un petit peu quel est le contraste des observations que l'on peut avoir dans différents types d'environnements. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder finalement un autre aspect qui est l'aspect impact, à savoir pourquoi est-ce que l'on s'intéresse à ces aérosols. Alors, le premier impact qui est relativement concret, facile à se représenter, c'est que lorsqu'ils sont présents en concentration élevée, ces aérosols, ils peuvent altérer la visibilité. Et on le voit ici sur ces deux exemples, hein. Ici, la présence de poussière désertique qui impacte notre visibilité. Et ici, cette photo qui est prise au même endroit, mais avec une situation, on va dire, polluée, enfin, avec une présence d'aérosols importante et une situation plus claire sur la photo du. Un autre impact qu'ont les particules, c'est un impact sur les écosystèmes. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu insisté sur l'animation que je vous ai projetée en vous disant, finalement, les particules, elles peuvent voyager loin et avoir des impacts bien, loin de l'endroit où elles ont été émises, formées. Et là, pour illustrer ce point, je vous montre cette copie d'écran là, d'un article qui discute de l'impact qu'ont les poussières désertiques lorsqu'elles voyagent, qu'elles se déposent sur l'océan. Elles sont la source de nutriments pour le phytoplancton dans les océans. Et donc là, voilà, c'est un effet de l'aérosol, pour le coup, sur les écosystèmes. Une illustration de cet effet-là. Un autre effet, c'est un effet qui est fort important, qui est l'effet sur la santé. Donc ici, nous, au laboratoire, on n'a pas du tout de spécialité dans ce domaine-là, mais je l'évoque malgré tout
Et c'est peut-être par là que j'aurais pu commencer, c'est parce que finalement, ces particules fines dont je suis en train de vous parler, c'est sûr que vous en avez déjà entendu parler. Quand on vous parle d'épisodes de pollution aux particules fines, ce sont celles-ci, finalement, ce sont ces particules d'aérosol dont il est question. Et pour le coup, souvent, le message qui est associé à ce genre d'information, il est plutôt porté sur l'aspect sanitaire et l'impact sanitaire des particules. Donc, d'un point de vue impact sanitaire, eh bien, les particules, la pollution atmosphérique a un impact hein, sur les systèmes respiratoires, cardiovasculaires, qui est reconnu. Néanmoins, depuis quelques années maintenant, on s'intéresse à d'autres impacts possibles hein, sur la fertilité, le déroulement de la grossesse, le diabète, l'obésité et des maladies voilà, neurodégénératives, développement neurologique. Donc moi, je l'évoque ici à nouveau, je ne suis pas du tout spécialiste de ces aspects-là, mais il me semblait quand même important de le montrer. Et un autre élément que je voulais mentionner quand même en lien avec ce point-là, c'est que ici, il est indiqué ici que ce sur quoi est basée en particulier cette étude, mais c'est finalement l'indicateur qui est communément utilisé, on s'intéresse aux particules qui sont ici inférieures à 2,5 micromètres de diamètre. Et finalement, euh, on peut se poser la question de la pertinence de cet indicateur-là. Est-ce que ces particules, elles ne sont pas déjà un petit peu trop grosses? Est-ce qu'on n'aurait pas un intérêt à aller voir l'impact de particules qui sont plus petites, ou tout du moins à mettre en place des métriques euh, liées à à l'évaluation de cette pollution particulière qui eh bien, sont plus le reflet de la présence de particules qui sont plus petites et qui à titre d'exemple, vont être susceptibles de pénétrer plus loin dans notre système respiratoire. Voilà, là c'est un petit peu le dernier point, il est un petit peu là, voilà, c'est un point de réflexion, entre guillemets. Et pour le coup, un point qui est beaucoup plus au cœur des recherches du laboratoire, des recherches que je mène moi-même, c'est l'impact de ces particules sur le climat. Et là, donc pour ça, j'ai repris l'illustration que je vous ai montrée tout à l'heure et que l'on va découper tranquillement, gentiment, on va dire, pour illustrer les différents points. D'un point de vue climatique, on recense ici trois effets ce qu'on appelle l'effet direct, qui est lié à l'interaction des particules avec les rayonnements, à la fois solaires et telluriques. Les effets indirects sont liés au rôle que jouent ces particules dans la formation des nuages, je vais y revenir, et ce que l'on appelle l'effet albédo, ou tout du moins les effets qui sont liés au fait que lorsqu'elles se déposent sur des surfaces, les particules d'aérosol vont en modifier les propriétés vis-à-vis des rayonnements qui les impactent. Si on commence par l'effet direct, donc je répète, c'est l'interaction des aérosols avec le rayonnement, il est directement lié à la composition chimique de ces aérosols. Et donc là, on rentre un petit peu plus dans le détail, et là, on se dit que les aérosols qui sont constitués de sulfate et de nitrate, eux, ils ont tendance à réfléchir, à diffuser quasiment tout le rayonnement avec lequel ils interagissent. Et donc, le résultat, c'est que ils sont plutôt associés à un refroidissement de l'atmosphère. À l'inverse, on a le carbone suie qui, lui, a tendance à absorber le rayonnement et donc il est associé à un réchauffement de l'atmosphère. Pour illustrer un petit peu ce que je vous dis là, je vous montre là cet exemple des éruptions volcaniques majeures qui ont marqué, eh bien, j'allais dire, l'évolution de notre climat ou tout du moins des températures. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que quand on a une éruption volcanique majeure, on a un fort dégazage en dioxyde de soufre qui atteint la stratosphère. On a formation d'acide sulfurique, formation de particules qui contiennent des sulfates. Et la conséquence, c'est du coup un refroidissement global de l'atmosphère. Et ça, on l'a observé en effet à l'échelle globale. Et ce qui illustre cette figure ici, c'est la différence de température
à la surface du globe qui est observé après 5 éruptions majeures. Donc le temps ici qui est référencé comme étant 0 sur l'axe horizontal, c'est le temps de l'éruption. Et ce que l'on voit, c'est que entre 1 et 2 années après les éruptions qui ont été prises en compte là, dans cette étude, on constate à l'échelle du globe une petite baisse de température que l'on voit ici sur cet axe. Donc tout ça pour illustrer l'impact que peuvent avoir les aérosols et à travers leur interaction avec le rayonnement et donc dépendante de leur composition chimique. Le deuxième effet que j'ai évoqué, c'est un effet albédo. Et finalement, le raisonnement, il est un petit peu le même que celui qu'on vient de conduire. Là, on s'intéresse aux surfaces sur lesquelles se dépose l'aérosol, pour le coup. Les surfaces claires brillantes, que sont par exemple la neige, la glace, elles ont tendance à réfléchir le rayonnement solaire et à nouveau à conduire à un refroidissement de l'atmosphère. Au contraire, les surfaces qui sont plus sombres, c'est le cas des océans, ils ont eux tendance à absorber le rayonnement solaire. Et là, on a en conséquence un réchauffement. Et donc, on voit sur cette photo de la Terre que à la surface du globe, on a des contrastes avec des différences fortes en termes d'apparence, entre guillemets, des surfaces qui sont présentes à la surface du globe. Donc, à nouveau, pour illustrer ce que je suis en train de dire, si j'ai un aérosol qui vient se déposer sur une surface, il va potentiellement en modifier les propriétés, sa capacité à interagir, à soit absorber, soit diffuser le rayonnement. Et là, on a l'exemple ici de cendres qui recouvrent le sommet d'un volcan qui est par ailleurs enneigé. Et là, pour le coup, on se doute bien que cet aérosol volcanique, il n'a pas les mêmes propriétés que la neige, la glace sur laquelle il est venu se déposer. Dernier effet que je veux évoquer, c'est l'effet indirect, ce sont les effets indirects et qui sont directement liés au rôle qu'ont les aérosols dans la formation des nuages et la manière par laquelle ils vont impacter leurs propriétés. Donc, il faut savoir que un nuage, pour se former, les gouttelettes de nuages, pour se former, ont besoin d'un support sur lequel l'eau va venir condenser, la vapeur d'eau va venir condenser. Donc, on imagine là qu'on est dans une situation où on a une quantité de vapeur d'eau donnée et à gauche, on a quelques particules d'aérosol. Ces particules d'aérosol, ce sont elles qui vont servir de support à la formation des gouttelettes et finalement, elles ne sont pas nombreuses, donc je vais former peu de gouttelettes, mais de taille relativement grosse. Par contre, si je suis dans une situation que j'appellerais polluée, j'ai plus de particules qui vont devoir se partager la même quantité de vapeur d'eau. Je vais donc former plus de gouttelettes, mais qui auront une taille plus petite. Ça va jouer sur les propriétés du nuage, à savoir d'abord sur son albédo. Si j'ai plus de petites gouttelettes, je vais avoir des nuages plus brillants et qui vont avoir tendance à avoir une réflectivité augmentée, donc à plus renvoyer le rayonnement solaire vers l'espace. Par ailleurs, et ça c'est assez intuitif, si mes gouttelettes sont plus petites, finalement, elles vont avoir moins tendance à précipiter et donc je vais également impacter le temps de vie du nuage. Donc voilà les effets sur le climat. Et là, ce que je vous propose pour conclure sur ces aspects-là et avant de passer sur l'aérosol marin, c'est de se dire comment est-ce que l'on essaye de les quantifier, ces effets-là. Et là, du coup, j'en viens aux rapports qui sont établis par le GIEC et notamment sur le bilan radiatif qui est produit à ces occasions-là. Donc, le GIEC, très rapidement, c'est un groupe d'experts intergouvernemental qui est là pour s'intéresser à l'évolution du climat et finalement qui fait état des connaissances, mais à la fois scientifiques, vous voyez, techniques, socio-économiques en lien avec le changement climatique, quelles sont les causes, quelles sont les répercussions et comment est-ce que l'on peut essayer d'endiguer un petit peu les processus qui sont qu'il est mieux d'endiguer, entre guillemets. Donc là, je vous illustre, je vous montre cette figure. On ne va pas non plus rentrer dans le détail. Elle est issue du dernier rapport produit par le GIEC, le 6e rapport. Et ce que l'on voit ici, c'est
ce que l'on appelle le forçage radiatif. C'est comment est-ce que l'on modifie l'énergie qui est reçue à la surface de la Terre, comment, j'allais dire, les éléments qui sont listés ici, pardon, sur la gauche, modifient l'énergie qui est reçue à la surface de la Terre et on regarde le changement qui a lieu entre 1750 et 2019. Parmi les éléments qui sont listés, on voit ici les aérosols. Et au contraire de la majorité des éléments qui sont listés au-dessus, on voit notamment le CO2, les autres gaz à effet de serre, les aérosols ici ont une barre qui va dans le négatif, c'est-à-dire qu'ils ont tendance, on leur associe un refroidissement global de l'atmosphère, vous le voyez ici, qui est majoritairement lié à finalement ce que l'on appelle les interactions aérosol-nuages, c'est-à-dire ce que je viens juste de discuter. Et pour le coup, l'interaction aérosol-rayonnement, elle a une part moindre ici. Donc ça, c'est une indication, mais ce que l'on note, c'est que la barre d'incertitude qui est associée à la quantification de ces effets, elle est énorme en fait. C'est la plus grosse de ce bilan-là. Et en fait, à quoi elle est liée? Elle est liée aux incertitudes sur les sources de particules. Elle est liée sur nos incertitudes quant à la manière dont les particules vont interagir avec le nuage, avec la formation du nuage, comment elles vont modifier ses propriétés. Cette incertitude, elle est liée à notre capacité à transférer les connaissances qu'on a aux modèles de prévision climatique, par exemple, qui sont ceux qui vont normalement nous servir pour établir nos projections climatiques. Et finalement, un autre élément qui est très important et qui va m'amener vers le cœur vraiment de notre présentation, c'est cette incertitude, elle est liée à l'incertitude sur les conditions de référence. Là, je répète, l'idée, c'est qu'on regarde finalement euh, comment ce forçage comment ces éléments ont impacté l'évolution du bilan radiatif entre 1750 et 2019, c'est-à-dire avant l'ère industrielle et maintenant. Et donc, à l'ère pré-industrielle, ce qui était présent, eh bien, c'est l'aérosol naturel. Et donc, ici, on, on constate on est en fait crucial de bien comprendre, bien caractériser l'aérosol naturel parce que c'est lui qui constitue les conditions de référence et c'est sur ces conditions de référence que l'on est capable d'établir, d'évaluer l'impact anthropique. Et donc, dans l'aérosol naturel, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve l'aérosol marin. Et donc là, ça m'amène tout naturellement vers notre focus sur les aérosols marins et avec en premier lieu un petit point plus spécifique sur les sources de cet aérosol. Alors j'avais évoqué tout à l'heure les sources primaires, les sources secondaires. On les retrouve en fait, on la retrouve cette distinction au niveau de l'aérosol marin. Euh, on a d'abord l'aérosol primaire, ce sont finalement les embruns marins qui sont générés lors du déferlement des vagues. Donc ce que l'on voit sur cette illustration, c'est que on a en fait des bulles qui sont présentes sous l'eau, qui sont entraînées vers la surface de l'océan et lorsque ces bulles éclatent, elles vont conduire à l'éjection, on va dire, dans l'atmosphère de particules d'aérosols. Et ce sont ces particules qui sont des embruns marins. Donc, c'est ce que l'on voit ici, hein. On a les bulles qui remontent et suite à l'éclatement des bulles, on a des particules qui sont formées. Donc ici, on a illustré deux types de particules. Je ne rentrerai pas dans ce détail-là. Alors, là, ce que j'illustre sur cette deuxième figure, c'est quoi? L'idée, c'est que si on veut, dans nos projections climatiques, être capable de prendre en compte eh bien, ces particules-là et la manière dont elles influencent potentiellement le climat, il est nécessaire donc de les représenter dans le modèle. Un modèle, j'y reviendrai après, mais c'est finalement beaucoup d'équations. Donc, c'est-à-dire ce que l'on souhaite, c'est être capable de représenter, de formaliser eh bien, l'émission de ces embruns par une équation. Et ce que je vous illustre ici, c'est que eh bien, sur la gauche, là, sur l'axe vertical, on représente les flux d'embruns marins en fonction de la taille de ces embruns qui sont prévus par
tout un tas d'équations issues d'études différentes. Et la seule chose que je veux que vous notiez, c'est que finalement, vous voyez que d'une courbe à l'autre, d'une étude à l'autre, eh bien, on voit que les flux qui sont prévus par les différentes équations, ils ne sont pas les mêmes, et avec des différences qui peuvent être parfois significatives de plusieurs ordres de grandeur. L'idée, c'est que si du coup notre représentation, ben, elle varie d'une étude à l'autre, ben, on a des incertitudes sur ben, comment prendre en compte le processus et du coup sur les effets qui lui sont associés dans les modèles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette science-là, l'étude de ces sources, c'est une science qui est en cours et avec enfin un focus, on va dire, notoire sur quel est le rôle de l'activité biologique dans l'émission de ces embryons marins. Alors quand je parle d'activité biologique, c'est comment l'activité biologique marine, hein, les micro-organismes marins, comment ils impactent l'émission de ces embryons marins. Il y a beaucoup d'études qui s'accordent sur le fait qu'il y a un impact, mais au-delà de dire il y a un impact, ce qu'il est important, c'est d'être capable de le quantifier. De le quantifier pourquoi? Pour que, à nouveau, on puisse à un moment être capable de le prendre en compte, cet effet, quand on va vouloir évaluer eh ben, l'impact climatique de processus qui nous intéressent. Donc, voilà pour les embruns, et avec, encore une fois, voilà l'illustration ici que, eh ben, on n'est pas arrivé au bout des recherches. Je passe maintenant à l'aérosol secondaire, et pour le coup, là, je fais un focus spécifique sur la formation de nouvelles particules par nucléation, avec un tout petit peu plus de détails que ce que j'ai évoqué sur ça jusqu'à présent. L'idée, c'est que, donc ce que je vais présenter là, est valable dans tous les environnements. Là, je l'adapte en particulier à l'environnement marin. À la surface de l'océan, on a des molécules de gaz qui sont émises, hein, à l'interface océan-atmosphère. Ces molécules, elles vont être oxydées par différents oxydants qui sont présents dans l'atmosphère. Euh, les molécules résultantes vont être moins volatiles que les espèces mères et vont pouvoir potentiellement donc nucléer, c'est-à-dire donc former des embryons de particules dont la taille est de l'ordre du nanomètre. Ces embryons de particules subissent ensuite des processus de croissance, de coagulation. Ils peuvent également être perdus, hein, venir se perdre, se coller sur des particules plus grosses, mais lorsqu'ils parviennent à grossir, on récupère derrière ben, des particules à proprement parler, et je réillustre ce que j'ai dit tout à l'heure, ces particules peuvent potentiellement, lorsqu'elles atteignent des tailles suffisantes, jouer le rôle de noyau de condensation nuageuse. Alors, au niveau de ce processus, qu'est-ce que l'on sait, qu'est-ce que l'on ne sait pas? Eh bien, déjà, il y a d'énormes incertitudes au niveau des espèces gazeuses qui sont ben, potentiellement impliquées au départ. Alors, voilà pour la petite histoire, en fait, en 1972, on a un scientifique qui s'appelle James Lovelock qui entreprend un voyage avec l'objectif d'aller étudier, euh, finalement, de faire des mesures de ce composé qui s'appelle DMS, le sulfure de diméthyle, donc à la surface du globe. Et à l'occasion de ce voyage, il se rend compte que les organismes marins ont un impact dans l'émission, dans la régulation de ce composé. Et avec d'autres scientifiques, ils émettent une hypothèse qui s'appelle l'hypothèse Clos, selon laquelle finalement, eh bien, on a donc ce DMS qui est émis par les micro-organismes marins qui va s'oxyder jusqu'à l'obtention d'acide sulfurique, qui est une espèce qui est peu volatile. Cet acide sulfurique nucléé forme des particules qui, au terme de leur croissance, vont contribuer à la formation nuageuse et impacter donc le climat et potentiellement euh, enfin, impacter le climat, pardon, via leur impact sur l'activité biologique. En jouant sur la couverture nuageuse, on suppose qu'il y a un impact direct sur l'activité biologique de ces phytoplanctons, de ces espèces, de ces micro-organismes marins. Et donc,
un impact sur leur capacité à émettre ce composé. Donc ça, c'est une rétroaction, une boucle de rétroaction négative sur le climat. Et donc, suite à cette hypothèse, le DMS a fait l'objet de nombreuses études. Et pourtant, bien que cette hypothèse, elle soit controversée, il occupe toujours un rôle central. Et lorsque l'on veut prendre en compte la formation de nouvelles particules dans les modèles, c'est souvent cette espèce qui est considérée. À nouveau, bien que, encore une fois, cette hypothèse-là n'ait pas été vérifiée. Euh, une autre incertitude que l'on a finalement, c'est sur la contribution de ce processus à la formation de noyaux de condensation nuageuse. Et là, ce que j'illustre sur cette figure, ce sont des fractions, vous le voyez sur chacune des deux figures. À gauche, c'est la fraction de noyaux de condensation nuageuse qui sont issus de la nucléation, donc le processus que j'illustre ici. À droite, les noyaux de condensation nuageuse d'origine primaire. Et si on s'intéresse à ce qui se passe au-dessus des océans, eh ben vous voyez que ce qu'indique cette étude de modélisation, c'est qu'a priori, au-dessus de la plupart des océans, eh bien, la source principale de noyaux de condensation nuageuse, c'est la nucléation. Mais en fait, ça, eh bien, c'est basé sur de la théorie principalement, et ça n'est pas vérifié. Et donc, on a besoin d'acquérir de la connaissance sur ce processus-là également, pour également, lui aussi, mieux le contraindre. Alors, qu'est-ce que l'on fait pour essayer de mieux comprendre ces processus, de mieux les caractériser? Alors, notamment au laboratoire, on s'appuie, nous, sur une synergie entre approche expérimentale et modélisation numérique. Donc, on conduit des mesures en atmosphère réelle, que ce soit sur le long terme ou lors de campagnes intensives. Et là, l'intérêt de ces mesures-là, c'est que pour le coup, on est vraiment dans l'atmosphère et donc avec l'ensemble de sa complexité. Mais ben, l'inconvénient de cet avantage, c'est que parfois l'interprétation des observations est difficile. On fait également des expériences en milieu semi-contrôlé. L'idée étant, c'est qu'on essaye de préserver au mieux la complexité du milieu qui nous intéresse, mais par ailleurs, on a un cadre qui nous permet de faciliter l'étude des processus d'intérêt ou de paramètres identifiés. Et là, je vous montre deux illustrations. Là, je vous montre des enceintes qu'on déploie sur des navires de recherche. Donc là, la cuve que je vous montre, elle fait 2 mètres cubes, pardon. Elle est remplie à moitié d'eau, à moitié d'air. Et l'idée, c'est qu'on lui adjoint un dispositif expérimental, instrumental, qui va permettre de faire des études de ce qui est émis à l'interface entre l'eau et l'air et d'étudier la formation de nouvelles particules qui lui est associée. Donc là, en gros, on enferme un morceau d'océan et un morceau d'atmosphère ensemble. Un autre dispositif qui est utilisé dans les études que l'on mène, c'est ce générateur d'embrun marin. En fait, l'idée, c'est d'être capable en laboratoire. Alors, quand je dis en laboratoire, c'est un laboratoire, les dernières campagnes que l'on a faites, c'était un laboratoire embarqué sur navire de recherche, hein. On faisait ces expériences-là avec de l'eau de mer réelle, hein, prélevée sous le bateau. L'idée étant que, je ne rentre pas dans le détail, mais avec ce dispositif-là, on va mimer la formation des embruns marins telle qu'elle aurait lieu avec le déferlement des vagues. Donc là, on utilise donc du milieu semi-contrôlé. Euh, dans notre triptyque, on a aussi l'utilisation d'outils de modélisation. Et en fait, au niveau des modèles, on va distinguer les modèles selon l'échelle qu'ils couvrent. Donc là, globalement, quelle que soit l'échelle, un modèle, c'est un système d'équations, en fait, dont l'objectif est de décrire un ensemble de processus, qu'ils soient dynamiques, physiques, chimiques, biologiques. Et c'est ce qui est illustré sur la figure. Finalement, ce que l'on fait, c'est qu'on va découper le globe avec une grille qui est tridimensionnelle, hein, c'est à la fois horizontale mais également verticale. La taille de cette grille dépendant à la fois du modèle utilisé et des besoins de l'étude. Donc, il existe une multitude de modèles dont la complexité varie à nouveau en fonction des besoins de l'étude, de ce que l'on veut faire. Si on veut faire des simulations qui couvrent eh bien, de grands espaces ou des périodes longues, eh bien, on va utiliser des modèles qui seront plus simples pour préserver le coût finalement associé.
Et par contre, à l'inverse, on va aussi avoir des modèles qui seront plus détaillés pour des domaines ou des durées plus raisonnables. Donc nous, au LAMP, ce qu'on utilise, c'est un modèle atmosphérique régional. Donc on ne va pas couvrir l'ensemble du globe, on va couvrir une partie du globe. Et les objectifs, c'est d'être capable de voir comment, sur la base de nos observations, on est capable de fournir une représentation d'un processus qui va peut-être on l'espère, permettre de mieux le représenter dans le modèle. Donc, on part des observations. Sur la base des observations, on essaye de développer une représentation du processus et on regarde comment cette nouvelle représentation va venir modifier la prédiction de certaines variables dans le modèle. Deuxième type de modèle, ce sont les modèles de processus et eux, à l'inverse, ils vont pas chercher à décrire un ensemble de processus, ils vont être focalisés sur un, un, un processus ou un petit ensemble de processus spécifiques, là pour en conduire une étude détaillée. L'illustration que je vous montre ici, c'est que finalement, cette cuve que je vous ai montrée tout à l'heure, qui nous sert pour étudier l'interface OR, on l'a modélisée, entre guillemets, avec un modèle de chimie du nuage que l'on a détourné, hein, un modèle multiphasique, pour essayer, en complément des observations, eh ben, d'interpréter ce que l'on observait. Et là, donc, on a au laboratoire ce modèle de chimie du nuage. On a également un modèle de microphysique qui a été développé. L'objectif étant, je viens de le dire, eh ben, d'aider à l'interprétation des observations, à la validation d'hypothèses, mais également à pallier à l'absence de certaines mesures. Donc là, je vois que l'heure tourne. Ce que je vais drastiquement simplifier ce que j'avais prévu pour la suite. Mon objectif étant de vous montrer comment, de manière concrète, finalement, on met en place ces outils, cette méthodologie que j'évoque. Donc, je vais vous parler d'un premier projet qui s'appelle C2Cloud. C'est un projet qui a été porté par une de mes collègues au laboratoire, un projet d'envergure financé par le Conseil européen de la recherche. Et ce projet, donc, il s'intéressait finalement à l'impact des micro-organismes marins sur les nuages. Avec donc, de manière plus détaillée, l'idée c'était de quantifier les flux d'espèces gazeuses et de particules à l'interface océan-atmosphère en lien avec l'activité biologique marine, identifier quelles espèces gazeuses conduisait à la formation de particules en atmosphère marine-auturière et également les impacts sur la formation nuageuse. Les approches, eh bien, on revient sur le triptyque que j'ai évoqué. Il y a à la fois des mesures en atmosphère ambiante qui ont été conduites, des campagnes de mesures sur des navires sur lesquels ont été déployés les dispositifs que je viens d'évoquer et des simulations numériques. Donc là, je vais passer très vite, l'idée étant de balayer, hein, mais que au moins sur les diapos, vous aurez un petit peu la philosophie de ce que l'on fait. Et si ça vous intéresse et que vous souhaitez me recontacter pour la suite pour que l'on en reparle, ce sera avec plaisir. Donc là, j'illustrais en premier lieu des mesures qui ont été conduites dans le cadre de ce projet sur une station qui s'appelle Bering Head, qui est en Nouvelle-Zélande, et donc pendant plusieurs mois, presque un an, pour ben, documenter la formation de nouvelles particules en atmosphère marine. Donc là, à l'issue de ces mesures, quelles ont été les avancées? Eh bien, on s'est rendu compte que finalement, la méthodologie, l'approche pour la caractérisation de ce processus, qui était principalement basée sur des mesures conduites depuis des sites continentaux, elle n'était pas forcément adaptée. Et donc, on a proposé une nouvelle approche et on a également mis en évidence de possibles précurseurs gazeux. Donc, les précurseurs gazeux, ce sont les espèces susceptibles de contribuer à la formation de nouvelles particules. C'est ce que j'illustre ici sur cette figure. En fait, c'est un spectre de masse, cette figure, où on a sur l'axe vertical donc les signaux normalisés, décomposés que l'on a détectés et qui sont repérés ici par leur masse. Et on voit par exemple ici les ions nitrates, on voit la présence d'acide sulfurique ici, notamment en deux pics. Euh,
Dans le cadre de ce projet, il y a un certain nombre de campagnes qui ont été effectuées sur des navires de recherche. Je vous les évoque rapidement. On avait donc en 2019 une campagne qui a eu lieu sur un navire français, l'Atalante, au départ de Nouvelle-Calédonie et qui est allé finalement faire des mesures autour là, de l'archipel des Tonga, avec toute l'activité volcanique qui les caractérise. 2020, c'est un peu la campagne cœur du projet Sea2Cloud qui est parti donc de Nouvelle-Zélande et qui a fait un voyage là à l'est de la Nouvelle-Zélande, malheureusement un peu écourté du fait du Covid. 2023, on a des mesures qui ont été faites ici au large de l'Antarctique avec un départ depuis le Chili sur un bateau espagnol. Et très récemment, en début d'année, des mesures faites à bord du navire français, donc le Marion Dufresne, au départ de La Réunion et donc dans l'océan Indien. Donc là, l'objectif que j'avais sur les diapositives suivantes, c'était de vous montrer un petit peu quels étaient les résultats qu'on avait obtenus. L'heure tourne, je vais pas m'y attarder, juste évoquer très vite que ce que l'on a réussi à mettre en évidence avec ces mesures-là, c'est qu'il existait un lien que l'on a réussi à quantifier, c'est ce que j'illustre ici, entre les flux d'embruns marins que l'on mesure et la concentration en nanophytoplancton. Donc, on a vu qu'il y avait un lien, vous le voyez, qu'on formalise ici par cette droite, et c'est un lien que l'on a quantifié. Et ce qui était super dans le fait de pouvoir quantifier, c'est qu'on a donc établi une relation, une équation que l'on a été capable d'implémenter dans notre modèle atmosphérique pour évaluer l'impact de ces développements. Et c'est ce que j'illustrais sur la figure du bas, qui représente la concentration en embrun marin, ici sur l'axe vertical en fonction du temps, et où je comparais les observations en noir et ce qui est finalement issu des simulations avec les couleurs et les marqueurs qui sont indiqués ici. Et ce que l'on montre, c'est que les simulations qui prennent en compte l'impact de la biologie marine, donc les triangles, elles ont globalement tendance à mieux s'approcher des observations, à la fois en termes de variabilité et de concentration. La diapo suivante, je passe très vite, elle était juste là pour illustrer finalement la complémentarité du triptyque observation, modélisation processus et modélisation méso-échelle. Donc là, on est parti des observations. Les observations nous ont permis de tirer certains résultats, mais qui étaient incomplets. Il nous manquait des observations, on avait besoin de valider des hypothèses. On s'est servi d'un modèle de processus pour valider ces hypothèses, pour compléter nos observations. Et on a ensuite pu représenter notre modèle, notre processus, pardon, dans un modèle atmosphérique. Et on était content de constater qu'avec notre nouvelle paramétrisation, hein, notre nouvelle représentation, eh bien, on améliore finalement les prédictions du modèle. Et enfin, pour terminer, je suis obligée de vous en parler, c'est le projet que je porte, qui a commencé depuis un an et qui, lui, en complément du projet C2Cloud que je viens d'évoquer, va s'intéresser à ce qui se passe non pas proche de la surface des océans, mais plus en altitude. Oh, pardon, plus en altitude. Donc là, on va monter en altitude, on va s'intéresser à ce que l'on appelle la troposphère libre marine qui présente des conditions qui lui sont propres en termes de température, de rayonnement notamment. Et donc, on va voir comment, une fois que les espèces ont été émises à la surface de l'océan, comment elles sont transportées plus haut, comment elles contribuent à la formation de nouvelles particules. Ça, on va le faire sur la base d'observation. Et à l'aide d'outils de modélisation, on va ensuite s'intéresser à la contribution de ces particules à la formation nuageuse. Ça, c'est un projet qui est en cours. Étant que nous sommes en train de développer un dispositif expérimental avec quelques illustrations sur la gauche. Et ce dispositif va donc être déployé très prochainement très prochainement, je l'espère, mais bon, on va dire déjà fin 2026, c'est relativement proche avec tout ce qui nous reste à préparer, à l'Observatoire de la Réunion, donc du Maïdo, qui est en altitude, donc à la Réunion. Voilà, donc je suis désolée, j'ai largement débordé,
Mais si vous avez donc des questions, je serai ravie d'y répondre et je vous remercie donc à tous pour déjà pour votre présence, pour votre attention. Voilà. Merci beaucoup Clémence, c'était très intéressant. Enfin, je suis sûre que les questionnaires le confirmeront. Alors, on a deux questions là, pour le moment. La première, donc, outre qu'on te remercie pour la présentation, c'est est-ce que l'injection d'aérosols dans l'atmosphère est envisagée pour atténuer le réchauffement climatique? Une petite question géo-ingénierie. Donc. Ouais, alors tout à fait. Donc là, je vais répondre de manière très honnête. Donc je réponds toujours de manière très honnête, mais là encore plus. Alors, sur les aspects géo-ingénierie, je n'ai pas d'expertise. Mais en effet, jouer avec les aérosols pour eh bien, jouer sur le climat, ce qu'on appelle également l'ensemencement des nuages, c'est en effet quelque chose qui existe. Mais moi, encore une fois, je préfère être très très honnête. C'est pas du tout quelque chose sur lequel je suis experte et plutôt que de raconter des bêtises, je préfère voilà, ne pas. Voilà. Merci. Alors, pourquoi, contrairement aux autres océans, au niveau de l'océan austral, les noyaux de condensation sont principalement d'origine primaire? Alors ça, là, je suis plus en mesure de répondre. Alors, en fait, je suis désolée, ça faisait beaucoup de choses à balayer en peu de temps. Donc, en fait, l'émission, je peux peut-être... non, parce que si je fais ça, je vais vous donner le mal de mer. Donc, je vais essayer de faire autrement. Si je remonte rapidement sur la diapo qui illustre l'émission des embruns marins, un élément que je n'ai pas précisé, tac, c'est que finalement, donc c'est lié au déferlement des vagues et c'est également lié à la vitesse du vent. Donc pour que ce processus il soit efficace, en fait, eh bien, il faut qu'on ait des vitesses de vent qui soient suffisantes. Et donc c'est ce qui va favoriser l'occurrence de ce processus-là. Et à l'inverse, pour ce qui est de la formation de nouvelles particules, il va falloir qu'on ait eh bien, suffisamment de précurseurs gazeux, c'est-à-dire, a priori, une activité biologique qui soit suffisante pour venir nourrir le processus. Et donc, quand on se rapproche euh, des pôles, eh ben, très probablement qu'en termes d'activité biologique, on a quelque chose qui est eh bien, un petit peu moins marqué et donc moins favorable à la formation de nouvelles particules et à l'inverse, pour le coup, des conditions, j'allais dire peut-être dynamiques, plus favorables à la génération d'embruns marins. Et en lien direct avec cette question-là, ce que je peux peut-être évoquer très rapidement sur une figure que j'ai montrée très très vite, c'est ça, c'est que là, ce que l'on illustre sur la campagne Tangaroa qui a été conduite à l'est de la Nouvelle-Zélande, donc ce que vous voyez ici en foncé, c'est la Nouvelle-Zélande. Là, ce que l'on voit, c'est la chlorophylle. Et donc la chlorophylle, ça reste, alors pas forcément toujours le plus adéquat, mais ça reste un indicateur de l'activité biologique. Et on voit que ne serait-ce que sur ce parcours-là, en fait, on a une hétérogénéité et donc des eaux qui sont plus ou moins actives d'un point de vue biologique. Et en fait, cette disparité dans les eaux, on la retrouve ne serait-ce qu'à l'échelle donc de cette campagne dans les observations qu'on a aussi en phase en phase gaz, oui, en phase gaz et en phase particulière. Et donc l'idée, c'est ça, c'est que au cours de ces campagnes, c'est valable pour Tangaroa, mais c'est aussi valable pour Sofia qui a eu lieu plus récemment. Et c'est ce qui est indiqué ici et sur lequel je suis passée très très vite, c'est que les eaux que l'on rencontre présentent des propriétés différentes, ici subtropicales, tempérées, subpolaires, polaires, et on essaye de relier finalement l'occurrence des processus aux caractéristiques de ces eaux-là. Mais à nouveau, la figure que j'ai présentée, c'est ce que je mettais, les contributions qui y sont proposées sont incertaines. On est en train d'aller plus loin dans la compréhension de ces processus pour affiner finalement eh bien, ces projections-là qui sont pas toujours basées sur j'allais dire, des observations, quoi. Parfois sur des théories et qui ne sont pas forcément suffisantes. Merci. Une dernière question, puis ça sera sans doute le mot de la fin. Le continent poubelle qui rassemble une couche pluridécimétrique de déchets au centre du Pacifique est-il générateur d'aérosols particuliers?
Alors là, à nouveau, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse établie. On peut imaginer que on a présence, j'allais dire, de matériaux qui potentiellement sont à l'origine de l'émission de composés gazeux, alors de composés gazeux qui, on peut imaginer, sont eux-mêmes après le moteur de la formation de nouvelles particules. On peut imaginer qu'on a aussi finalement peut-être ce que je vais reprendre l'expression de déchets, mais des choses qui seraient de très petite taille et qui pourraient être mises en suspension et finalement s'apparenter à de l'aérosol. Euh, Là, nous, quand je parle d'aérosol marin et des études que l'on fait autour de l'aérosol marin, vous l'aurez certainement remarqué avec la carte qui est toujours projetée à l'écran, on s'est beaucoup focalisé sur l'hémisphère sud en fait. L'idée étant, j'ai peut-être pas suffisamment insisté là-dessus, mais l'idée étant que l'idée c'est vraiment de faire un focus sur l'aérosol naturel et on se place dans l'hémisphère sud où cet aérosol naturel a d'autant plus de place entre guillemets. Et donc du coup, le mélange avec l'aérosol anthropique il est beaucoup moins au cœur de nos travaux. Parfait, merci beaucoup Clémence. Et merci à tous de nous avoir suivis et merci pour vos petits mots encourageants que Clémence peut lire aussi dans Oui, le parce que petit c'est Q&A. super gentil parce que, en fait, je disais à Anne que l'exercice, il est particulier. Enfin, on se disait avec Anne que l'exercice est particulier parce que finalement, je ne vous vois pas et donc je ne vois pas quel est votre ressenti, en fait. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est... Voilà, donc je suis ravie si ça vous a intéressé en tout cas. Merci beaucoup et bien bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.